Voilà, donc j'ai choisi de vous parler de Prouvé et de sa conviction. J'aurais pu intituler la communication son idéal ou son utopie, mais c'était un petit peu réducteur. En fait, moi j'ai commencé, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai commencé à travailler sur Prouvé justement à partir de la vue sur l'analyse de ses moyens de production, son rapport à l'atelier, à l'usine. Euh, Ça s'est passé à la fin des années 80. Il n'y avait pratiquement pas de travaux qui existaient encore sur Jean Prouvé. J'ai travaillé avec Jean-Claude Vignon et on a eu la chance, dans le cadre d'une recherche qui a été financée par le Bureau de la recherche architecturale, qui a été publiée sous forme de rapport, en tout cas en ce qui concerne les deux premières périodes. Euh, et on a eu la chance de connaître des ouvriers, des collaborateurs, des architectes, de pouvoir les interviewer. Paix à leur âme maintenant, évidemment, ils sont décédés depuis longtemps. Mais les premiers travaux ont été vraiment centrés sur cette pratique de l'usine, enfin de l'atelier dans un premier temps. C'était intitulé au départ, on l'avait intitulé cette recherche de l'artisanat à l'industrie. Et puis, à peine on avait commencé, on s'est rendu compte que de toute façon, Jean Prouvé n'est jamais arrivé à l'industrie. Donc, ça s'est intitulé finalement Entre artisanat et industrie. Et évidemment, on a été amené à travailler beaucoup sur la question de la place des architectes dans l'usine et notamment au niveau de ce processus de production et de création chez Prouvé. Alors, j'ai été obligée évidemment de concentrer énormément mon propos parce que sinon ça durerait genre 6 mois à raison d'une fois par semaine. Et j'ai donc concentré ça autour de 2 dates. La première date, c'est février 46. C'est une conférence qui a été donnée par Prouvé à Nancy. Prouvé a très peu écrit. Il s'est très peu exprimé, à part dans des interviews, et puis à la fin de sa vie, dans des entretiens qui ont été publiés après sa mort. Mais là, c'est vraiment une conférence qui a été donnée pour un grand public, un public d'architectes et puis un public d'entrepreneurs également, à la Chambre de commerce de Nancy, dans laquelle vraiment il a exprimé toute sa foi dans l'industrialisation et dans le rapport, dans un mode de travail pluridisciplinaire en étroite collaboration avec les architectes. La deuxième date, c'est juin 49. Pourquoi cette date-là? C'est parce que elle correspond à la visite du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui était un grand ami de Prouvé, ami de résistance et ami tout court, Eugène Claudius Petit, à Maxéville. Donc, à un moment où là, Prouvé vraiment espère être passé, avoir tous les moyens, en tout cas, de produire à pleine cadence des maisons industrialisées en relation totale avec les architectes. Donc, à ce moment-là, en février 46, Prouvé déjà quelqu'un qui a une certaine aura au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'architecture, on le verra tout à l'heure, mais qui a déjà une expérience tout à fait évidente en matière de production en série, puisque dans ses petits ateliers de la rue des Jardiniers, il a déjà procédé à l'édition, à la fabrication de 2 grandes séries de cellules d'habitation, enfin de cellules, dans un premier temps de cellules militaires, de 150 à peu près, au début de la guerre, entièrement industrialisées, en métal et bois, puisqu'on commence déjà à manquer de métal. Et ensuite, juste à la fin de la guerre, donc la série se termine à peu près en février 46, de la fabrication d'environ 200 maisons industrialisées pour reloger les sinistrés de Lorraine. 200 maisons de 6 mètres sur 6 mètres ou 6 mètres sur 9 mètres à la commande donc du ministère de la Reconstruction. Comme je vous le disais, Prouvé bénéficiait déjà d'une certaine reconnaissance puisque il est donc
en couverture, si je puis dire. C'est son système à portique intérieur qui est choisi pour figurer en couverture du numéro spécial d'architecture d'aujourd'hui sur la préfabrication et l'industrialisation. Il est aussi, on le verra après, en relation très étroite avec des architectes d'avant-garde, que ce soit Baudouin, Lotz, Le Corbusier, Jeanneret, etc., etc. Et donc, ces systèmes sont déjà bien mis au point et ils bénéficient donc d'une organisation du travail tout à fait particulière dans ces ateliers, ces petits ateliers de Nancy, mais qui sont déjà censés déménager dans une structure beaucoup plus importante, donc l'usine de Maxéville, quelques années plus tard. Dans ces ateliers, évidemment, on travaille main dans la main, je dirais, entre les ouvriers. Il y a déjà une organisation du travail très particulière entre les ouvriers et un bureau d'études où il n'y a aucun architecte d'ailleurs, mais ce sont essentiellement des dessinateurs, des traceurs, donc des gens qui sont issus de la production et de l'industrie, qui connaissent bien leur job et qui vont travailler surtout sur la matière elle-même, c'est-à-dire Couvé a eu l'immense chance en fait d'arriver au bon moment, d'arriver à un moment où des matériaux très nouveaux sont arrivés sur le marché au début des années 30, comme la tôle mince qui s'est empressée de plier, puisque vous savez qu'il était ferronnier au départ. Donc il a eu la chance de voir arriver la tôle mince, l'acier inoxydable, etc., s'en est emparé pour travailler dessus, mais au sens vraiment premier du terme. Donc le prototype était déjà de mise dans ces ateliers. Les maquettes, qui pouvaient être des maquettes grandeur, des petites maquettes aussi, qu'on mettait en œuvre et sur lesquelles on réintervenait, voire même on abandonnait la fabrication quand ça ne servait pas. Et également des prototypes qui étaient demandés déjà par des architectes, comme ce prototype de mobilier scolaire, qui était donc fourni à Baudouin et Lotz au début des années 30. Alors évidemment, pour les architectes, c'était une aubaine d'avoir à leur disposition finalement quelqu'un qui ne demandait qu'à travailler avec eux, où on pouvait lâcher une idée, aussitôt elle était mise en œuvre, elle était dessinée, mais souvent tout de suite mise sur l'établi. Ça donnait lieu à des prototypes, on rediscutait, etc. Et donc, c'était vraiment une aubaine pour les architectes. Les premiers qui se sont vraiment intéressés à prouver, quand je dis intéressés, c'est dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vu leur intérêt très rapidement. Et là, dans ces premiers travaux sur des aéroclubs, donc ce sont Eugène Baudouin et Marcel Lotz surtout, qui partageaient la même conviction que Prouvé. D'ailleurs, j'ai repris des citations de Lotz et de Prouvé. Franchement, on pourrait carrément intervertir les signatures, parler vraiment de la même chose. Déjà de leur conviction dans l'industrialisation du bâtiment et notamment des logements. Et également, Lotz était tout à fait convaincu par cette pratique en équipe qui incluait donc l'architecte, l'ingénieur et le constructeur. Prouvé également tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc vous voyez ici deux projets qui sont vraiment intéressants parce qu'on voit on imagine la part de l'agence, des travaux de l'agence et du constructeur. En haut, à gauche, vous avez un premier projet, donc pour un aéroclub à Roupy-Saint-Quentin qui n'a pas été réalisé, un premier projet, un premier jet de la part de l'agence Baudouin et Lotz. Et donc c'est une grande perspective, on retrouvera ça tout au long d'ailleurs de ces échanges avec Baudouin et Lotz. En général, ce sont des très beaux dessins où il y a beaucoup d'avions. Lotz était un pilote tout à fait passionné. Donc, en général, moi, j'ai un petit peu coupé parce que sinon, ça prenait trop de place. Mais en général, il y a à peu près 3/4 d'avion et puis un petit quart du bâtiment. Très vite, donc, on a une idée générale de l'importance du programme. Et très vite, c'est repris. Donc, vous avez en dessous le dessin qui est
imaginée d'une partie de l'entrée de ce bâtiment aux ateliers prouvés, avec déjà la mise en œuvre d'une technique qui est une technique donc de panneaux préfabriqués en tôle pliée, qui sont ici appliqués sur une ossature métallique. Un projet qui va avoir une réalisation, c'est l'aéroclub de Buc, 2 ans après, où là, on voit vraiment l'émergence d'une vraie méthode de travail entre l'architecte et les ateliers, et Jean Prouvé lui-même, c'est-à-dire un projet qui est en fait complètement étudié aux ateliers prouvés. Là, j'ai reçu avec beaucoup d'intérêt les témoignages des dessinateurs qui ont travaillé sur ce projet aux ateliers prouvés, qui m'ont certifié que toutes les études, Prouvé l'a dit, mais ils ont vraiment confirmé que toutes les études, donc pour Buc, c'est environ 200 documents qui figurent d'ailleurs dans les archives conservées à Nancy, aux archives départementales, dans le fonds Jean Prouvé, que 200 documents ont été produits à Nancy avec des allers-retours de Lodz sur place pour notamment corriger sur une maquette que vous voyez donc en haut à droite, avec la tolérance et presque le souhait de l'architecte de pouvoir continuer cette expérimentation sur le chantier. C'est-à-dire que sur le chantier, en fait, Prouvé était très présent, Lodz également, et on corrigeait. Donc ce bâtiment était considéré comme un prototype, et on verra l'influence que ça a eu par la suite. Alors évidemment, cette collaboration se poursuit quasiment depuis la fin du chantier de Buc, puisque là, c'est un très gros programme qui est proposé aux ateliers prouvés par Baudouin et Lodz, avec une espèce de flou, d'incertitude. Le programme est défini par les architectes, bien sûr, ça sera un marché, plus une salle de spectacle. Enfin bon, vous connaissez, je pense tous, l'histoire de ce marché de Clichy qui est régulièrement remis au niveau des restaurations sur le devant de la scène, et particulièrement en ce moment. Dans un premier temps, les ateliers prouvés sont assez dans le flou par rapport à leur intervention, puisque le dessinateur principal, Jean Goutemin, dit qu'il allait passer 3 mois carrément dans l'agence des architectes Baudouin et Lodz à Paris, et qu'il assistait à des discussions entre architectes sur la programmation et même sur le fait, Baudouin n'était pas trop d'accord pour faire une ossature métallique, etc. Et qu'au bout de 3 mois, Prouvé lui a dit tu rentres à la maison et tu viens étudier ça à Nancy. Ce qui a été fait, donc les ateliers Prouvé ont dans un premier temps proposé de faire une ossature entièrement en tôle pliée, ce qu'ils étaient totalement incapables de produire réellement dans leurs petits ateliers. Et s'est instauré donc un système d'aller-retour, d'aller et venu entre Prouvé, Lodz, Bodianski. Donc l'ingénieur fait son apparition sur la scène, avec là aussi cette notion d'aller-retour entre le chantier, enfin sur le chantier lui-même, et même des interventions qui ont été rapportées par les anciens des ateliers prouvés, d'une espèce d'intervention d'égal à égal entre le constructeur et l'architecte, puisque cette marquise que vous voyez qui semble maintenant qui est totalement partie intégrante du bâtiment et qui en fait quelque part la signature, c'est quelque chose qui a été carrément imposé par Prouvé. Pour des raisons peut-être de finances, Baudouin et Lodz avaient décidé de faire fabriquer une marquise qui fait donc le tour du bâtiment, une marquise industrielle du commerce, qui était à l'époque, toutes les marquises des grands magasins, par exemple, étaient fabriquées par des industriels. Et c'est Prouvé qui a dit non, c'est moi qui la dessine, c'est moi qui la construis. Donc évidemment, ça a fait quelques petits problèmes à la fin au niveau financier, puisqu'il semble que ce soit vraiment un peu la faiblesse de ce système,
il y a deux faiblesses dans ce système d'aller-retour avec les architectes et le constructeur. C'est alors aussi tout à fait mise en œuvre à propos de cette petite maison de week-end qu'on voit, où on voit ici Lotz en train de faire lui-même la présentation, puisque c'était une maison qui était censée être produite en grande série. Et puis, ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est cette maison industrialisée qui a été étudiée pendant la guerre aux ateliers Prouvé, qui était donc sur un programme des ateliers Prouvé, mais sur une commande de Baudouin et de Lodz, avec une maquette à l'intérieur des ateliers de un quart de la taille, mais qui a vraiment donné lieu. Vous voyez ici, je crois que c'est Lodz qu'on voit au milieu. Il a pris énormément de photos sur place également. Ce qui l'intéressait beaucoup d'ailleurs, c'était le contraste entre la modernité de l'ossature métallique et puis la charpente en bois des ateliers. Et ça a mis vraiment le feu aux poudres parce que justement, Baudouin, enfin c'est surtout Lodz, qui a présenté cette maison donc à l'exposition de la reconstruction en 1945 en oubliant carrément le nom de Prouvé. Ce prototype n'a jamais été payé, bien sûr. Et Prouvé a mis un petit peu les pieds dans le plat en disant mais en fait, quelle est réellement ma place là-dedans? C'est-à-dire que ce qui était vraiment un déroulé tout à fait idéal entre l'architecte, le constructeur, l'usine, l'ingénieur, etc., en fait, s'est avéré être un four complet au niveau financier pour les ateliers Prouvé, et puis également il y a eu des reproches qui ont été faits a posteriori par Lodz en disant mais oui, vous n'arrêtiez pas de modifier sans arrêt les choses, que ce soit au bureau d'études, que ce soit sur le chantier, alors que lui-même était tout à fait demandeur et participant dans ce genre de collaboration. Donc ça s'est arrêté là. Ils sont restés amis, mais voilà. Bon, j'aime beaucoup je trouve que cet extrait, cette citation est tout à fait remarquable parce que on voit vraiment les bases de l'incompréhension entre Prouvé, les architectes et inversement. Alors, autre collaboration qui a été là beaucoup plus positive, c'est Prouvé et Jeanneret. Donc, sur quelque chose, une base un petit peu différente, dans la mesure où Prouvé déjà a commencé par avoir quelques relations avec Le Corbusier. Il était complètement en admiration devant Le Corbusier. Ça, je ne vais pas du tout le développer. Mais avec Jeanneret, c'était une relation un petit peu différente dans la mesure où Jeanneret lui-même était très intéressé par tout ce qui était technique et détails constructifs, détails mécaniques, ce qui intéressait également beaucoup Prouvé. Ils avaient d'ailleurs les mêmes défauts de sans arrêt corriger, remettre sur l'établi, modifier sur le chantier, etc., sans trop se préoccuper d'ailleurs des conséquences financières. Jeanneret était plus réglo peut-être avec Prouvé, mais toujours avec des expressions qui là pour le coup n'ont pas du tout choqué Prouvé à l'époque. Jeanneret donc était présenté comme l'architecte, se présentait lui-même comme l'architecte, et puis avec des formulations différentes pour Prouvé. Donc c'était atelier Jean Prouvé constructeur, système des ateliers Jean Prouvé, brevet des ateliers Jean Prouvé. Bon, ça choquait absolument pas Prouvé. Et là, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'interventions physiques entre l'architecte et les ateliers, puisque là, on était à peu près pendant la guerre, en ce qui concerne en tout cas le chantier de la Scale, l'Issoire. Prouvé allait souvent sur le chantier de la Scale et ensuite dans les maisons, celui des maisons d'ingénieurs, un Saint-Auban, etc., dans le cadre aussi de relations de résistance avec Jeanneret. Et ensuite, les relations ont continué à perdurer après la guerre,
Jeanneret voulait vraiment mettre au point avec Prouvé une maison qui puisse être usinée à partir donc des systèmes à portique intérieure créés par Prouvé. Et là, on a vraiment beaucoup d'archives, dans les archives Prouvé d'ailleurs, essentiellement, où on voit une grande porosité, justement, entre l'architecte, le constructeur, avec ces lettres de Jeanneret, les réponses d'ailleurs de Prouvé, mais qui ne sont pas des réponses écrites, qui sont des réponses dessinées. Et à un moment, on se rend compte que Jeanneret propose, Prouvé dit on étudie, et en fait, dans les ateliers, on n'étudie pas les choses de Jeanneret. Jeanneret refuse la proposition de Le Corbusier de rentrer à l'agence Le Corbusier, à l'ADBAT. 3 jours après, il envoie une lettre à Prouvé en lui disant « Je voudrais devenir l'architecte des ateliers ». Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est que Prouvé, on n'a pas la réponse, il n'y a pas la réponse écrite, mais de toute évidence, Prouvé refuse. Henri Prouvé, qui était présent à cette époque-là aux ateliers Prouvé, dit Jean Prouvé n'aurait pas accepté la présence d'un architecte dans ses ateliers, il voulait garder la main sur son outil de production. En même temps, Prouvé était très occupé ailleurs, il était occupé en Sarre sur un projet vraiment très important qui était là la possibilité de faire produire à grande cadence des maisons usinées complètement métalliques en Sarre, avec un processus vraiment industriel qui incluait justement les architectes également. Alors j'ai une petite, j'espère que je ne suis pas trop longue là, 5 minutes ça va aller, qui incluait d'une manière assez intéressante les architectes de l'avant-garde, donc c'était tous ses copains de l'Union des artistes modernes, Sive, Herbst, Pingusson, Roux, Lefebvre, Menkès, etc., qui se sont amusés, je ne sais pas s'ils sont vraiment amusés, mais en tout cas c'est intéressant, à décliner à l'invitation de Herbst pour le salon de l'automne de 46 ce procédé Prouvé. Et là, on se rend compte que effectivement, Prouvé, quand il parle de sa relation aux architectes, parle de façade, en disant on va leur laisser les façades, parle de plans, on va leur laisser les plans. Alors c'est un petit peu péjoratif, bien sûr, mais c'est quand même très important parce qu'ils travaillent tous vraiment sur le rapport des circulations intérieures, des éléments entre l'intérieur et l'extérieur, et il laisse là approuver totalement la paternité de ce système. Alors, très rapidement sur la deuxième partie, Prouvé donc à partir de 47 à sa disposition une vraie usine avec donc un vrai bureau d'études. C'est ça qui va expliquer donc à Claudius Petit quand Claudius vient visiter cette maison, et notamment cette part du prototype, puisque là on voit ce prototype pour la maison de Niamey qui est donc montée ici dans la cour de l'usine, et la part de la participation de tous au niveau de l'usine, que ce soit les ouvriers, que ce soit les projeteurs, que ce soit même les employés, puisque on travaillait en complète osmose et les prototypes étaient exposés systématiquement dans la cour de l'usine et chacun pouvait venir donner son avis sur les détails, etc. J'ai choisi un exemple tout à fait particulier parce que c'est très particulier, mais en même temps, ça montre bien quelque part l'utopie du système que voulait mettre en place Prouvé. Les architectes qui étaient les étudiants architectes, certains étaient déjà presque diplômés, qui donc continuaient qui menaient leurs études à Paris, aux Beaux-Arts, étaient évidemment très frustrés de ne pas pouvoir participer à quelque chose dans des ateliers. Par Jeanneret, Nardin et Oudot sont venus faire un stage à l'intérieur de l'atelier où Prouvé leur a carrément confié la responsabilité de mettre en œuvre un nouveau système. Donc là, on n'est plus dans le portique intérieur axial, mais dans un système de coque, une demande qui avait été faite par Citroën de pouvoir étudier
des petites maisons pour les collaborateurs Citroën qui seraient ensuite montées, ce qu'on appelle les castors, hein, en autoconstruction, et que finalement Citroën a refusé parce que c'était trop moderne. C'est assez incroyable quand on voit les voitures qui sortaient à l'époque des usines des usines pardon, Citroën. Autre expérience avec Maurice Sylvie, qui est venu exactement pour la même raison. D'ailleurs, c'est Nardin et Oudot qui l'ont fait venir. Éprouvé lui a demandé d'étudier une petite maison en aluminium en mettant en œuvre un nouveau type de panneau qui était donc étudié à cette époque à l'usine. Et le premier, Maurice Sylvie, a amené l'idée de pouvoir associer le béton et le métal. D'ailleurs, cette maison s'appelle Alba, donc aluminium, béton armé, et c'est ce qui donnera lieu après à la maison de l'abbé Pierre. Enfin, c'est la base constructive. Maurice Sylvie revient l'année d'après avec Joseph Belmont, et là, évidemment, on leur confie également le soin de mener complètement les études pour un concours, pour le concours de la nouvelle cité universitaire de Nancy, avec là aussi l'intervention du béton, avec donc deux projets, la tour pour les professeurs et puis la cité universitaire elle-même, deux systèmes différents. Et évidemment, que ce soit Maurice Sylvie, Joseph Belmont, les deux ont exprimé cette expérience qui était vraiment extraordinaire. Sauf que ça correspondait exactement à un moment où Prouvé commençait à perdre complètement pied dans ses ateliers. Parce que justement, ses actionnaires et ceux qui avaient pris le pas sur sa société, sur ses ateliers, ont expliqué qu'on n'avait pas besoin d'architecte, que ces stagiaires ne servaient à rien, que d'ailleurs il fallait évidemment ils n'étaient pas payés, bien entendu. Et donc c'est une expérience qui s'est arrêtée en même temps que Prouvé a quitté les ateliers. Très rapidement, je vous montre quand même une expérience assez particulière parce qu'il y avait quand même un architecte à l'intérieur des ateliers. C'était Henri Prouvé, l'architecte, le frère de Jean Prouvé, puisque c'était quand même un peu familial cette organisation. Pierre Prouvé, le jeune frère de Jean et Henri, s'occupait des prototypes. Comme Henri, il était parti, bon, il avait perdu plusieurs années pendant la guerre, il devait entrer à l'école des arts et métiers. Finalement, il n'a pas du tout entamé ses études. En revanche, Henri était déjà en cours d'études aux Beaux-Arts à Paris. Henri Prouvé, il a été formé complètement aux ateliers. D'ailleurs, tout jeune, il dessinait déjà au sein des ateliers. Il avait une quinzaine d'années de moins que son frère Henri, donc c'était plus que son grand-père, son grand frère. Il avait été formé par son propre père, Victor Prouvé, donc au dessin. Et par exemple, c'est lui qui a dessiné tous les détails de la maison BPS pour Baudouin et Lotz. Très naturellement, il a continué à travailler donc aux ateliers. Jean Prouvé lui confiait notamment le soin de mettre en œuvre ces systèmes, ce qui a été appliqué, que ce soit à la maison tropicale, dans d'autres projets également. Et puis, petit à petit, Henri, même tout juste diplômé, a eu ses propres commandes, continué de travailler dans le cadre des ateliers, et puis s'est mis à son compte. Et en 1949, donc toujours à cette date un petit peu charnière, au moment où Studal a pris pied vraiment dans l'organisation des ateliers, donc Studal Péchinet, il a été officiellement chargé par Studal d'être l'architecte des ateliers Prouvé, de mettre en œuvre le plus possible les systèmes des ateliers Prouvé pour pouvoir donc les diffuser, les vendre, etc. Et notamment pour ces maisons qui ont été montrées, donc exposées au Salon des Arts Ménagers, ces maisons types finalement, pour pouvoir également diffuser auprès des architectes la possibilité d'utiliser les différents éléments qui étaient conçus et produits par les ateliers Prouvé. Et puis, donc un autre exemple d'une maison type qui a été montrée à l'exposition des arts ménagers, mais qui était également
un prototype d'une maison commandée directement par des clients à Henri Prouvé, la maison de Landaire. Donc beaucoup de dessins. On a à peu près tout gardé, que ce soit dans le fond des ateliers Prouvé, mais surtout dans le fond de l'agence d'architectes d'Henri Prouvé, également déposée à Nancy. Donc évidemment, Henri Prouvé a quitté le bateau en même temps que Jean Prouvé en 1953. Quand Prouvé a quitté son usine, Henri Prouvé a démissionné de Studal. Il a donc continué à travailler un petit peu de la même manière, plus du tout avec les systèmes Prouvé, sauf que à l'occasion de cet énorme chantier de cette tour à Nancy, il est allé quand même solliciter son frère, ils étaient restés très liés de toute façon, pour imaginer les panneaux de la façade, qui ont été d'ailleurs construits à Maxéville, toujours sous contrôle de l'architecte, et puis avec la main, Henri Prouvé nous a montré justement certains croquis qui avaient été faits par Jean Prouvé pour améliorer ces panneaux. Alors évidemment, c'était un petit peu par en dessous, mais voilà. Henri Prouvé a toujours été très modeste. Il a juste été un petit peu choqué à l'époque où la maison de Landaire du Lavandou a été classée monument historique, parce qu'elle était classée monument historique en oubliant carrément son nom d'architecte. C'était Jean Prouvé, point. Et là, il a dit quand même, ils exagèrent un peu. Bon, c'est vrai que ça a été grâce notamment à François Goven, l'erreur a été réparée. Et toujours avec sa modestie, je vous laisse apprécier le mot de la fin.